Bonjour tout le monde, je m'excuse, il semble avoir un petit problème qu'on va régler, qu'on est en train de régler, ça ne sera pas très long. Voilà, Madame Romero vient d'arriver dans la salle. Merci beaucoup. Est-ce que, Madame Romero, est-ce que vous pourriez prendre la parole 2 minutes pour qu'on vérifie le son? Madame Romero, est-ce que vous m'entendez? Je pense que j'entends votre micro, mais que vous ne m'entendez pas. On va vérifier. Oui, bonjour. Est-ce que non, le son ne fonctionne pas de toute évidence? Je vais essayer de la rejoindre autrement. Oups. Tout est beau. OK, là, parfait. Là, maintenant, vous m'entendez. Vous pourriez parler un petit peu pour voir de Oui. quoi ça a l'air? Oui, bonjour. Bonjour Carole. Mes excuses, au fait, dernier embouteillage au dernier moment, mais tout est beau. D'accord. Est-ce que vous avez téléchargé votre PowerPoint? Si c'est pas fait, peut-être que vous pouvez Il est en cours, il lui manque en cours. juste un ou deux. Oui. Parfait. Il semble que votre micro coupe quelquefois, mais ça, c'est probablement parce qu'on est toutes les deux avec le microphone ouvert. Moi, je vais fermer, puis ça devrait s'arranger. On va commencer dans à peu près 1 minute. Parfait. Donc, bonjour. Je vais mettre ma caméra pour une petite minute, pas très long, pour dire bonjour à tout le monde. L'interprétation est débutée. Donc, just in case, for those who are in English and needs to have interpretation service, please, you should connect right now. You have the information right in front of you to access the interpretation service. You will have the information there, so go there right now. We will begin in a few moments. Donc, bonjour et bienvenue à l'atelier de la CCP. J'aimerais vous rappeler que l'atelier, premièrement, est enregistré, de même que l'interprétation. Pour ceux et celles qui utilisent les services d'interprétation vers l'anglais, vous devez toujours utiliser le microphone de votre ordinateur pour faire une intervention ou utiliser le clavardage si vous préférez. Pour les francophones, lorsque vous intervenez, pour faciliter le travail des interprètes, de l'interprète, je devrais dire plutôt, ce serait préférable, si possible, d'avoir un débit que je vais appeler moyen ou qui n'est pas trop excessif. Je vais juste remettre ma page d'introduction pour l'information, ce ne sera pas long. On revient tout de suite à votre présentation, Mme Roméo. Enfin, j'aimerais remercier notre commanditaire SVI Solutions pour nous permettre d'utiliser leur outil web conférence VIA. Cette sixième série d'ateliers porte sur le thème la conception pédagogique et la création. Parmi les compétences du 21e siècle, la création est considérée comme essentielle. Celle-ci prend plusieurs formes. Comment la créativité intervient-elle dans le processus de conception? Est-ce qu'être créatif est essentiel pour un concepteur? Comment mettre à profit la créativité et pourquoi? Guidés par les réflexions de conférenciers et conférencières, les ateliers de la série 6 vont aborder ce thème sous divers angles. D'une durée de 10 à 15 minutes chacune, les présentations vont être suivies d'une période de questions d'à peu près 30 minutes.
Alors d'abord, Madame Romero va aborder le thème concevoir, accompagner et évaluer les activités de résolution co-créative de problèmes avec le numérique. Après une période de questions d'environ 30 minutes, M. Schweier va présenter le deuxième thème, devenir créatif et en conception pédagogique. Donc, dans un premier temps, Madame Romero est directrice du laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation, le LIN, à l'ESPE de l'Université de Nice Sophia Antipolis et chercheur à l'Université Laval. Ses recherches sur la co-création numérique visent le développement des compétences du 21e siècle par le biais de la programmation créative, la robotique pédagogique et l'apprentissage par la construction physico-numérique de maquettes. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Madame Romero. On ne vous entend pas, vous devez activer votre micro. On ne vous entend toujours pas. Je vois que votre micro n'est pas, actif. OK. Vous devez... Le son est correct présentement? Oui, tout fonctionne bien. Ah, ok, parfait. Oui, merci beaucoup à Carole Roy pour l'invitation et mes excuses pour voilà, c'est arrivé à la dernière minute, donc je suis très contente d'être avec vous. Donc j'ai auparavant j'étais à Québec à l'université Laval où je continue à collaborer sur des projets de recherche, accompagner les étudiants que je dirige. Présentement, je suis à Nice, une ville avec des grands embouteillages, donc parfois cela nous fait sentir quelques sueurs de dernier moment pour arriver à temps dans les activités. Donc, moi, les thèmes et les sujets sur lesquels je voudrais vous apporter, c'est justement la conception d'activités qui permettent de développer la créativité. Mais d'abord, pourquoi la créativité? Donc, la première question, ça serait mais pourquoi on devrait intégrer la créativité dans nos activités d'apprentissage? En quoi la créativité est intéressante? Ceux qui aiment les TED Talks, probablement vous avez entendu Robinson, Ken Robinson. Donc, si vous l'avez pas fait, c'est vraiment des présentations très intéressantes. Il y a la question de est-ce que la créativité, ça serait pas quelque chose de très important en éducation parce que justement, on est face à des enjeux qui font que face à des métiers qui peuvent être de plus en plus automatisés. Donc, on voit maintenant les usines, il y a plus des centaines d'ouvriers pour faire un montage d'une voiture. On a beaucoup de bras robotiques. Il y a de plus en plus des activités qui sont faites de manière automatique ou qui sont faites par des activités qui ont été réduites. Donc, la créativité devient un enjeu clé des sociétés et des auteurs comme Florida observent que justement il y a l'émergence d'une classe créative qui sont justement ces professionnels-là qui agissent par les biais de leur valeur ajoutée en créativité. Ceci nous amène à nous poser la question de comment peut-on développer la créativité en contexte d'éducation, que ce soit une éducation en classe, que ce soit une éducation à distance. Dans les cadres du laboratoire d'innovation numérique pour l'éducation, donc qu'actuellement je dirige à Nice, donc justement ce type de questions on se la pose sous une approche donc qui est complémentaire entre ce qui est la recherche en éducation et la formation des enseignants. Donc à la fois qu'on va former des enseignants sur la question de, pas uniquement sur cette question-là, mais aussi à la question de comment développer la créativité par le biais des activités de formation, on réalise de la recherche sur cette même question. Donc, on a une double entrée sur cette question-là. Et on est dans une approche qui est de la recherche collaborative, donc dans la lignée de Dégagner au Québec, donc qui est une approche qui vise à être très concret et à collaborer avec les terrains et pas à faire de la recherche uniquement de manière théorique.
Donc, la manière dont on s'organise dans l'équipe, en fait, on a deux axes. Donc, il y a un axe innovation pédagogique, donc qui concerne justement comment faire de la recherche en éducation dans des contextes éducatifs divers, et un axe qui était spécifique sur les usages créatifs du numérique. Donc, cet axe-là, il est dirigé par ma collègue Cindy Desmet, donc une collègue belge avec laquelle j'ai le plaisir donc de collaborer dans les cours également d'intégration d'éthique pour les futurs enseignants. Donc ça c'est l'écosystème, donc nous continuons à collaborer avec l'Université Laval et aussi l'Université Concordia dans des projets, et on est dans un contexte dans lequel en fait on a des collaborations interdisciplinaires pour répondre à cette question, de dire comment développer la co-créativité, également avec des personnes qui sont dans le monde du management, dans le monde de l'informatique, de la recherche en informatique, mais aussi les acteurs éducatifs qui seraient l'équivalent des académies des récits au Québec. Les collègues sont également d'une grande diversité de disciplines, donc à la fois sciences de l'éducation, didactique des mathématiques, sciences des langages, autant dire que la créativité, et se poser la question de comment développer cette créativité, cela concerne pas uniquement une seule matière, mais justement une grande diversité d'approches. Justement, un des mythes que Capron Pozzo en Suisse a identifié autour de la créativité, c'est que de nombreuses personnes associent la créativité uniquement à des aspects artistiques ou à certaines matières, mais quand ils se demandent est-ce qu'on peut faire de la créativité dans les sciences ou en mathématiques, ils voient cela comme quelque chose qui ne va pas ensemble. Justement, un aspect sur lequel on doit démystifier et on doit redonner ces mots d'honneur à la créativité, c'est que la créativité est un processus exigeant au cours duquel les élèves ou les étudiants vont, soit individuellement, soit en équipe, travailler vers une solution qui à la fois doit être originale, pertinente, donc doit avoir une valeur par rapport à la situation problème, et utile. C'est-à-dire qu'une salade au chocolat, oui, c'est original, mais c'est pas bon, donc ça ne serait pas une solution créative. Il y a deux autres critères qui parfois sont mentionnés dans les recherches, qui est celui de la parcimonie ou efficience, c'est-à-dire pas utiliser beaucoup plus de ressources dont on aurait besoin. Donc faire une voiture à 6 roues, si c'est pas plus efficient, c'est pas très créatif. Et également l'élégance, donc que certains auteurs intègrent également sur la créativité. Par rapport à notre cadre de recherche qu'on appelait 5C21, la créativité, justement, elle se contrapose aussi à d'autres compétences pour donner lieu à ce qu'on appelait des activités technocréatives, donc parce que ce sont des activités dans lesquelles on vise à engager l'apprenant, que ce soit un apprenant enfant, que ce soit un apprenant jeune ou un apprenant adulte, dans des activités d'une certaine complexité qui à la fois mobilisent la pensée critique face aux technologies, la collaboration, la résolution de problèmes, la pensée informatique et la créativité. Mais également les valeurs associées à ces compétences-là, au développement de ce type de projet, donc comme la bienveillance, l'entraide, la confiance et des attitudes individuelles et collaboratives associées à ces compétences-là. Et on arrive à là où je voudrais amener la discussion par la suite. Donc, j'ai hâte d'entendre quelles sont également vos approches quand vous êtes en train de penser créativité dans la conception pédagogique que vous êtes en train de faire dans vos différents travaux. C'est que la créativité, elle concerne, c'est pas une unique chose centrée sur l'apprenant, mais il y a la créativité de l'apprenant, donc qui est à la fois une créativité comme compétence, que certains auteurs, des psychologues ont analysé même comme si c'était un QI, donc un coefficient intellectuel, donc tous les études de Lubar et d'autres, donc centre créativité en tant que trait individuel qu'on vise donc évaluer, mesurer, mais aussi une attitude, une créatitude. Donc ça, avec Benjamin Lille, on se posait la question de dire est-ce qu'il n'y aurait pas une attitude créative des personnes qui, au-delà qui serait pas tout à fait comme un trait mesurable, mais comme une orientation à la vie qui vise pas uniquement à être critique ou être voilà, ou avoir un regard externe, mais qui vise à être créatif dans la recherche de solutions face à différentes situations, problèmes du quotidien, professionnel ou en contexte social.
Il y a également la créativité des apprenants entre eux, donc comment, par le biais d'une équipe, on peut faciliter la co-créativité, donc quels sont les aspects de diversité de l'équipe, est-ce que plus divers ou moins divers, ça peut avoir une influence sur la créativité, comment on coordonne, comment il y a des aspects qui peuvent faciliter ou entraver la créativité, et comment également les climats agréables et la confiance peuvent également être des facteurs qui favorisent la créativité. Mais il y a également la créativité du côté enseignant, donc qui est comment cet enseignant-là agit face à son contexte et à ses contraintes. Donc, imaginons un enseignant qui serait dans un contexte où il peut faire que de l'enseignement asynchrone. Donc, comment cet enseignant, malgré ces contraintes-là, il peut être créatif dans sa manière de créer des situations d'apprentissage. Il y a également ce que ces ensembles d'acteurs ou ces acteurs en particulier, si c'est un apprenant tout seul ou une équipe d'apprenants ou l'enseignant avec eux, réalisent donc l'artefact créatif qui est développé à la suite de cette collaboration-là. Donc, quels sont ces trois critères donc qu'on a mentionnés antérieurement, à quel point c'est original, à quel point c'est pertinent et ça a de la valeur par rapport à la situation problème, et à quel point on fait un usage optimal des ressources. Et tout cela, il faut le considérer donc dans un contexte où le numérique pourrait, dans certains cas, soutenir la créativité, mais aussi dans d'autres pourrait même l'entraver parce que ce sont des usages du numérique qui nous permettent de faire des choses uniquement d'une certaine manière. L'environnement physique et numérique, donc on sait que l'espace peut avoir une influence sur la créativité, donc comment cet espace et comment les espaces numériques de travail ou les espaces numériques de collaboration peuvent avoir également une influence sur la créativité, à quel point la structure et les groupes awareness, donc la conscience des autres qu'on peut développer par le biais de ces outils-là, peut avoir une influence. Les climats d'apprentissage, l'activité d'apprentissage créative, donc à quel point on donne une marge créative pour l'apprenant, aussi bien en termes du processus que du produit. Et ça, c'est un aspect clé au niveau de la conception, car nous devons penser que si on veut engager l'apprenant ou l'équipe d'apprenants dans une démarche créative, il faut qu'on donne une marge créative de résolution de cette activité-là. Donc, cette marge, elle n'est pas créative ou pas, c'est pas binaire. Il y a un spectrum qui est entre donner quelques marges de créativité qui sont assez délimitées à faire une activité totalement ouverte. Quand souvent on parle avec des concepteurs ou avec des enseignants sur qu'est-ce qu'une activité créative, justement, il y a des enseignants qui disent voilà, c'est faire tout et n'importe quoi. Mais ce n'était pas tout à fait ça. C'est justement de choisir les marges créatives appropriées selon l'activité. Ce n'est pas ouvrir complet. Ça peut être également de choisir d'ouvrir partiellement les possibilités de résolution. Et là, je pense que c'est une des clés et une des questions clés qui est à poser sur la conception pédagogique de ces activités-là, c'est à quel point on donne des structures et on accompagne dans la réalisation de l'activité ou à quel point on établit des marges créatives qui sont plus délimitées ou plus ouvertes pour permettre à la fois que l'apprenant puisse développer l'activité, mais qu'à la fois ne soit pas totalement ouverte et que tout soit valable comme solution. Et il y a aussi, ça c'était les processus, l'autre c'est les produits. Donc parfois, dans une tâche, par exemple mathématique, les processus peuvent être créatifs, mais la solution pourrait être unique. Donc ce n'est pas parce que les résultats il est unique que les processus ne peuvent pas avoir de marge de créativité. Mais très souvent, dans des activités créatives, il y a également une certaine marge également sur la créativité de la solution. Et ensuite, il y a la situation d'apprentissage techno-créative et on a situé la pédagogie créative comme étant l'ensemble de ces composantes-là qui sont prises en compte pour tenir compte de l'ensemble d'éléments qu'il faut veiller pour que les apprenants, que ce soit individuellement, que ce soit en équipe, puissent développer leur créativité. Là, pour finaliser, donc, je voudrais poser l'accent sur différents types d'usage du numérique, dont certains pourraient être plus créatifs que d'autres. Parfois, il y a une association, André Tricot nous parle de ça, des mythes du numérique, donc une association entre numérique, innovation, créativité. Et ça, c'est pas des mots qui vont tout le temps ensemble. Ça peut être un numérique et ça peut être non créatif. Ça peut être simplement des clics préétablis.
sur un questionnaire où il y a déjà des réponses préétablies. À ce moment-là, on n'est pas en train de développer la créativité. Quand on est en processus de création, on peut avoir certaines marges de créativité, soit au niveau individuel, comme ici vous voyez au niveau 3, soit au niveau collaboratif, au niveau 4, ou cela peut engager également la communauté, donc à aller au-delà de la classe ou du campus ou de l'équipe de travail en formation continue, pour engager également des participants externes. Donc, pour synthétiser, donc sur qu'est-ce qui serait donc un défi techno-créatif et comment soutenir ça. Donc, ça serait pour de la co-créativité, donc créativité en contexte collaboratif, l'organisation par équipe et par des étapes, donc une activité visant des étapes collaboratives interdépendantes. Donc, il faut qu'il y ait un besoin de collaborer pour réussir la tâche. Une certaine nouveauté de la tâche, donc une marge créative de l'activité tant sur le processus que sur la solution. En troisième lieu, donc l'activité d'usage pratique, donc si possible qui engage au-delà de la situation d'apprentissage, donc qui fasse appel également à des professionnels externes ou à la communauté élargie, donc les réseaux sociaux ou d'autres éléments plus larges. Et ensuite, quelque chose qu'on a vu qui était très lié également à ces aspects-là, c'était le fait qu'il y ait un défi ou un problème complexe. En fait, si c'est trop simple, les apprenants ne vont pas s'engager dans une démarche co-créative, ils vont rester à faire les activités d'une manière beaucoup plus simple. Et sur ça, donc, on a finalisé, j'ai finalisé, en fait, j'ai essayé de faire au plus court, donc pour cette dizaine de minutes autour de la co-créativité. Merci beaucoup. Vous pouvez adresser vos questions au clavardage. Je dois avertir tout le monde que j'ai complètement perdu la possibilité d'aller dans le clavardage moi-même. Donc, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais je suis absolument incapable de me redonner à moi-même les droits de clavardage. J'espère que ce n'est pas le cas pour les participants. Est-ce qu'au moins quelqu'un pourrait m'indiquer que c'est possible d'écrire? Sinon, vous avez maintenant, je vais vous donner, levez la main, je vais vous donner l'accès au micro. On a une question par Alice. Je vous laisse la lire peut-être. Donc, Alice Mascarenas, que je salue, donc, qui doit être à Montréal. Donc, merci pour l'exposé. J'aimerais savoir comment agencer les temps à la pédagogie créative, surtout dans un contexte où nous n'avons pas toujours beaucoup de temps pour travailler à l'acquisition de contenu. Donc, c'est une question qui est une très bonne question et qui est souvent pointée comme un des freins à ces approches créatives, c'est que la mise en place d'un processus créatif, notamment avec des équipes d'apprenants qui n'ont pas l'habitude de s'engager dans des processus créatifs, demande un investissement de temps pour établir les conditions, donc que ce soit des climats de confiance, d'établissement des équipes ou autres, pour travailler de manière créative. Donc à ce moment-là, il faut se demander, a-t-on les temps? Donc parfois oui, parfois non. Mais il faut le voir également comme un investissement. Donc, quand on arrive dans certains contextes où les apprenants ou les étudiants ont l'habitude déjà de travailler en équipe, ça va très vite parce que justement, ces conditions des climats d'apprentissage et d'un certain niveau de compétences déjà développées par les apprenants fait que, au contraire, on peut aller vers des défis complexes parce que justement, les apprenants vont collaborer vers des choses qui sont plus haut niveau que celles qu'ils feraient individuellement. Donc, c'est quelque chose que je ne dirais pas que ce n'est pas tout le temps possible, mais au niveau de, si vous êtes dans un contexte d'un cursus à l'année, c'est quelque chose qui vaut la peine peut-être être essayé au niveau d'investissement et pas nécessairement à faire pour toutes les activités, mais pour quelques-unes, car c'est apprendre à travailler créativement en équipe est quelque chose qui peut être transféré par la suite. Donc, quand on fait l'effort également de développer cette manière de travailler avec une équipe, par la suite, c'est beaucoup plus facile de les faire travailler ensemble. Par rapport à l'expérience, notamment avec les futurs enseignants que j'ai eu à l'Université Laval,
c'était pas simple. Donc, quand j'avais pas l'habitude, ceux qui avaient l'habitude, ça roulait tout seul. Mais comme on formait des équipes de 7 personnes, donc des équipes assez larges, et dans lesquelles il y avait toujours des personnes qui n'avaient pas développé cette approche de co-créativité par rapport à leurs activités antérieures, ça demandait un certain temps pour établir justement la confiance, l'entraide et sortir d'une idée de on va faire tout seul, il faut que je démontre absolument que je fais tout seul. Donc ça demande un certain accompagnement au départ. Et étrangement, les profils d'apprenants qu'on devait accompagner les plus, c'était des apprenants qui étaient très scolaires. Donc, ceux qui ont l'habitude de plutôt avoir des consignes très claires ou de très bien faire avec des consignes très claires, étaient ceux qui étaient plus stressés par des démarches créatives ouvertes. Donc, ça a été surtout ces profils-là auxquels il a fallu rassurer sur le fait qu'ils pouvaient de toute manière être très performants et être excellents tout en travaillant dans des activités co-créatives. Je ne sais pas si Carole, en fait, je lis les prochaines questions. Oui, allez-y. Oui, ok. J'espère ne pas... voilà, ici, il y a une prochaine qui est l'évaluation en contexte de co-création. Donc, justement, ça, c'est un des projets qu'on a développé par la suite. Donc, je vais vous envoyer l'adresse. J'espère que ça va pouvoir se copier. Co-créative.net. Donc, justement, une des questions, c'était comment évaluer cela. Donc, la créativité est quelque chose, il y a deux approches dans l'évaluation de la créativité. L'une, c'est justement celle des psychologues, comme Lubar ou de Steinberg, donc, qui, eux, ont visé évaluer la créativité. Donc, ils se prennent des enfants et même ils se mesurent leur niveau de créativité et ils vont se dire, voilà, est-ce qu'il est plus créatif ou pas? Est-ce que le niveau de créativité, il est en lien avec la performance académique? Voilà, en fait, c'est une approche de créativité dans laquelle, en fait, on envisage la créativité comme un trait intrapsychologique, comme une caractéristique de l'individu. Dans l'approche qu'on suit, on s'inscrit dans des démarches design thinking, on s'inscrit dans des démarches donc plus apprentissage collaboratif supporté par ordinateur et d'autres approches plus co-design. Dans ce cadre-là, pour nous, la créativité est un processus contextuel. Donc, ça veut dire qu'on a ces trois critères-là qui sont là pour l'évaluation. Donc, originalité. Là, c'est ce que vous voyez dans Artefact créatif. Je vais prendre un pointeur. Donc, c'est que vous voyez ici, ici, ici. Donc, originalité, pertinence et valeur en lien à la situation problème et au contexte et usage optimal des ressources. Mais ces trois critères, qui sont des critères génériques de créativité, on va les évaluer de manière contextuelle et spécifique à l'activité. Par exemple, une des activités qu'on peut faire à des futurs enseignants avant au Québec, maintenant aussi en France, c'est la création des maquettes de maisons pour construire une maquette de ville. Quand on fait faire cette activité-là, en fait, on n'évalue pas originalité comme ça de manière abstraite, mais on va voir à quel point la maison est originale par rapport aux contraintes qu'on s'est données. Donc, on ne va pas évaluer originalité, mais on va évaluer, par exemple, à quel point l'usage des matériaux pour la construction de la maquette de maison est original, ou à quel point la distribution urbanistique qui a été décidée en équipe pour la maison de chacun dans les quartiers, donc est originale par rapport aux contraintes de l'activité. Donc la créativité de notre perspective, mais on n'est pas les seuls, on s'inscrit vraiment dans une lignée beaucoup plus large, est quelque chose qui, tout en ayant des critères spécifiques, génériques, comme originalité, pertinence, usage optimal des ressources, et élégance parfois, donc certains auteurs parlent également d'élégance, on va les instancier, donc les faire spécifiques pour la tâche qu'on est en train d'évaluer. Plus fort encore, et ça c'est quelque chose qu'on est en train d'ouvrir comme boîte actuellement, c'est que les derniers travaux de Strichbos, Panadero et d'autres auteurs en évaluation justement pointe sur l'importance de co-créer les rubriques d'évaluation avec les apprenants.
Donc, une des choses sur lesquelles on est en train de mettre en place les activités à venir, c'est qu'on va engager les participants à comprendre quels sont justement ces critères-là, qu'est-ce que ça veut dire un projet original, un projet pertinent, un projet efficient, mais on va leur demander de co-construire ensemble, avec nous comme enseignants également, les critères d'évaluation par rapport à la tâche spécifique. Donc, on va faire dans la co-création également des rubriques d'évaluation. Je ne sais pas si ça répond à la question qui était passée sur l'évaluation. Là, il y a aussi une autre question de, un instant que je l'attrape, Monsieur Jean-François Proto, mais je pense que c'est à peu près la même question. Comment évaluer objectivement la créativité et l'originalité? Je pense que vous y avez répondu en même temps. Puis il y a aussi Claudius Souden qui demande Do you have an example of a good first step in implementing a creative activity for instructors and students who are new to this? Je pense que vous en avez déjà donné, mais peut-être aller un petit peu plus loin. Oui, merci pour la question. En fait, juste pour avant, sur l'objectivité de l'évaluation, en fait, on ne vise pas l'objectivité, on vise justement, et là, je vais revenir sur la définition qu'on avait proposée justement dans les cadres d'un projet de co-créativité réalisé avec des partenaires. Excusez, parce que ce n'est pas les bons pointeurs. Voilà, un projet qu'on avait développé justement avec dans les projets Co-Create, donc qui était un projet entre 2011 et 2013 autour de la co-créativité avec des Finlandais, Suédois et Anglais. Donc cet élément, on voyait que quand on considère la créativité de manière contextuelle, on ne vise pas une évaluation objective, on vise qu'il y ait un groupe de références. C'est-à-dire que si on est en classe, la référence, c'est l'enseignant, et c'est que l'enseignant, il va juger original, pertinent et utile par rapport au développement ou à l'âge, et aux capacités, et aux compétences et aux connaissances des élèves. Si la créativité elle est évaluée dans les contextes d'une entreprise automobile qui construit des automobiles pour les marchés mondiaux, cette créativité d'un nouveau produit ou d'un processus, elle doit être jugée par la communauté de référence de cette processus. Et justement, cette créativité, elle est contextuelle, ça veut dire que quelque chose qui a été créatif peut-être il y a 20 ans n'est pas peut-être aujourd'hui considéré comme créatif, ou quelque chose qui est créatif aujourd'hui, peut-être on ne le serait pas dans le futur. Donc, il y a la notion qu'il y a c'est contextuel, et donc là, ça veut dire qu'on établit qu'il y a les groupes de référence par rapport au contexte, qu'on ne va pas évaluer la créativité de la même manière pour des élèves, notamment au primaire, que pour un groupe professionnel qui va faire des processus ou des produits professionnels. Sur comment commencer, en fait, nous, on fait quelque chose d'assez simple. On commence par, d'assez simple, dans les contextes futurs d'enseignants, donc étant donné qu'on vise à introduire également la programmation comme une activité créative, on leur demande d'aller sur Scratch et on leur donne un petit bout de compte qui est un début de compte et ils doivent finaliser ces comptes. Donc, par exemple, une histoire qu'on leur fait souvent faire, c'est imaginer un robot agricole. Ces robots, il doit aller chercher un fruit dans un arbre. Donc, ils doivent représenter ça et ensuite continuer l'histoire comme ils le souhaitent. Donc, dans cette activité-là, il y a des contraintes. Donc, il faut qu'il y ait un robot et que ce robot, il aille chercher un fruit et il les récupère. Donc, ça, on va juger par rapport à cette situation problème si ils ont bien répondu à cela. Mais il y a beaucoup de manières de répondre à cela quand on fait une petite programmation sur Scratch. Vous notez les noms des logiciels de l'application. Donc, pour ceux qui souhaiteraient donc connaître donc cette interface développée par les MIT, donc qui permet justement de faire de la programmation créative. Donc, on leur donne une tâche qui est un début de tâche qu'ils doivent compléter. Mais il y a plein d'autres tâches créatives. Les aspects de compte et de narration donnent beaucoup de marge pour développer cela. Après, ça peut être aussi des situations, si vous êtes en mathématiques, donc de tourner une situation, il est possible de créativiser une activité qui n'est pas créative
en donnant des marges de liberté plus larges au moment de proposer l'activité à des apprenants, ou en faisant que, ça c'est vraiment très intéressant, quand les apprenants, s'ils sont d'un certain âge, donc au-delà de 13-14 ans, qu'ils peuvent créer des activités les uns pour les autres, qui justement les engagent dans une démarche créative. Je ne sais pas si ça répond, et si vous voulez, vous pouvez également donner quel est les contextes de formation dans lesquels vous agissez, car peut-être avec les contextes, il y aurait des exemples qui pourraient être plus précis. On peut peut-être attendre la réaction de Claudius à ce sujet-là. Moi, je peux en profiter du petit moment pour vous demander, mon intervention se situe surtout au niveau universitaire. On a même souvent des étudiants adultes. C'est pas tout à fait la même chose, mettre les étudiants adultes dans un contexte différent, c'est toujours un défi. C'est très nouveau pour eux autres. Est-ce qu'il y a des façons qui vous paraissent plus appropriées pour aborder ce genre de situation-là auprès des étudiants adultes? Là, je parle vraiment adultes, là, 50 ans à peu près, là, qui font une deuxième carrière. Donc, ça, j'étais un petit peu curieuse à ce sujet-là. Oui, je pense que vous faites avec les adultes, mais aussi avec les jeunes, quand ils ne sont pas trop jeunes, on l'aborde de manière très directe. Donc, justement, expliquant pourquoi on fait une activité créative, quels sont les enjeux. Donc, un petit peu comme l'intro qu'on a fait. Donc, dire, voilà, on ne fait pas ça parce que, justement, il y a parfois l'idée de vous proposer une activité créative parce que vous n'avez pas assez travaillé, vous ne voulez pas nous donner des consignes assez précises. Donc, ça, on l'entend parfois. Donc, expliquer pourquoi on puisse développer la créativité, même faire une réflexion d'à quel point les activités qui, eux, ils ont déjà réalisées au cours de leur carrière avaient une composante créative ou pas. Parce que de la créativité, je pense qu'il y en a plus que les gens ne l'imaginent, parce que la définition de créativité, parfois, il a été cantonné uniquement aux aspects artistiques ou à des aspects très bohèmes finalement. Donc, identifier la créativité pour ensuite également comprendre quels sont les critères et les choses à construire. Donc, également pouvoir partager avec chacun comment chacun voit la créativité, quelles sont les idées initiales qu'ils avaient autour de créativité et quelles sont les idées qui ressortent de différentes études, à quel point elles sont d'accord ou pas avec des critères. Et je pense que si jamais il y a une activité qui vise justement ces aspects-là, d'établir quelle peut être la manière d'observer ces critères peut être également une manière de se l'approprier. Merci. Merci. Je trouve ça éclairant parce que par expérience, je vois que les étudiants qui sont souvent, ben, pas tout le temps, mais souvent, les étudiants qui sont plus âgés, si vous voulez, ont un petit peu craignent d'aller vers des choses qu'ils ne connaissent pas, d'aller vers des choses complètement différentes, dans le cadre d'un apprentissage formel, évidemment, parce qu'il y a toujours cette incertitude-là. Donc, faut vraiment utiliser des stratégies pour les réconforter ou les sécuriser par rapport à ça. Oui, et pointer tout ce qui est déjà créatif dans ce qu'on fait. Donc, je pense que la créativité, justement, une des choses qui est difficile, c'est qu'il y en a partout. Et sauf dans des métiers où justement on est en train de frire des frites dans une chaîne de restauration rapide ou certains métiers qui sont finalement assez routiniers, la plupart des activités que l'on réalise ont une pointe de créativité importante, mais on les revendique pas comme ça. Malgré qu'on est en train d'être créatif très souvent dans la journée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez prendre la parole aussi si vous voulez prendre la parole au micro. Vous avez juste à lever votre main. Vous avez une petite main à l'extrême, en haut, je suis toujours un petit peu mélangée, en haut à gauche de votre écran. Vous cliquez sur la petite main et je vais vous donner accès au micro sans problème. Ou utilisez le clavardage
si ça vous convient mieux. Il n'y a pas de l'air d'avoir d'intervention. Oups! Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui voulait intervenir. Non? Moi, je me demanderais, je suis un petit peu curieuse, je comprends que j'entends parler de créativité depuis quelques années. Je suis un petit peu curieuse de savoir c'est quoi votre parcours à vous, Madame Romero, pour être arrivée à vous impliquer à ce point-là dans la co-créativité. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce cheminement-là dans votre carrière? Oups. Euh, je ne sais pas trop. Je pense que déjà, j'ai été dans une école où on était très invité à être créatif. Donc, c'était une valeur, une compétence clé dans l'école. En fait, pour ce qui maintenant est considéré comme école 21e siècle, nous, dans l'école où je puis aller, en fait, c'était l'Espagne post-franquiste. Donc, il fallait, au franquisme, c'était une manière d'éduquer où c'était l'autorité, où c'était les contenus, etc. Et moi, ma génération, donc, on a connu l'école d'après, dans lesquelles, au fait, on n'avait pas, les enseignants n'ont pas eu n'avaient pas de référence, donc il fallait casser un modèle intérieur dont ils savaient qu'ils ne voulaient pas, mais ils n'avaient pas un modèle clair à développer. Donc, je pense que chaque école et chaque groupe d'enseignants est allé un petit peu à sa manière et d'une manière beaucoup plus démocratique. Donc, on a fait beaucoup d'activités qui, justement, on n'avait pas de livres de texte, on faisait beaucoup, on s'engageait dans beaucoup de projets. Et je pense que cette manière de travailler a été une clé par la suite pour se rendre compte qu'en fait, pas tout le monde a connu une école où la créativité était favorisée. Et justement, donc, penser ou réfléchir, de dire comment on peut contribuer pour que la créativité ait plus de place et pour que les élèves ou les étudiants à l'université ou dans des contextes de formation continue puissent justement apprendre de manière créative et pas d'une manière, ou pas uniquement, en fait, il ne s'agit pas non plus de faire des activités créatives tout le temps, mais en tout cas qui est une partie des activités justement qui engagent créativement les apprenants et qui leur fassent faire face à des activités d'une complexité qui est bien supérieure à celle habituelle qui est donnée notamment à l'école. À l'école, il y a beaucoup de fois des activités qui sont très délimitées, qui sont très compartimentées, un petit peu comme si c'était des Cheerios, donc des Cheerios très faciles à administrer parce que très unitaires. Mais si on veut préparer aux enjeux d'aujourd'hui et aux enjeux de demain, c'est justement ces Cheerios vont pouvoir être traités par des machines ou des algorithmes quand la valeur la plus-value humaine, elle se situe sur la capacité à collaborer créativement avec d'autres humains pour résoudre des problèmes qui nous dépassent. Et cette capacité à développer la confiance envers les autres, à trouver des solutions, à évaluer, à faire des itérations pour améliorer des solutions d'une manière incrémentale, donc pas vouloir faire tout parfait depuis tout de suite. Je pense que c'est quelque chose qui j'imaginais très présent dans les écoles, mais qu'on voit que ce n'est pas toujours la manière de travailler habituelle. Donc, ça a été un petit peu ça, les moteurs par la suite pour travailler sur la co-créativité et donc et également pour faire attention au moment où on travaille le numérique, de ne pas penser, pas associer automatiquement numérique et innovation, donc bien écrémer, bien différencier ce qui sont des usages du numérique qui sont juste des passifs numériques ou juste de la consommation interactive du numérique versus des usages du numérique qui, eux, visent principalement à faire que les participants ou les sujets deviennent créateurs avec le numérique. Donc, des usages qui vont permettre à créer des nouveaux contenus, des usages qui vont permettre de modifier des contenus existants
ou des usages qui vont permettre de créer des technologies avancées. Donc voilà, c'est un petit peu c'est basé aussi sur des inquiétudes sur qu'est-ce que l'éducation peut apporter et surtout comment on ne réduit pas les potentiels des apprenants parce qu'on introduit du numérique qui est déjà tout pré-câblé et qui est déjà tout préétabli. Ben, merci beaucoup. Je trouve ça fascinant comme cheminement. Puis personnellement, je vois très bien l'application de tout ça dans le quotidien. Je fais face régulièrement à ce genre de situation-là, effectivement, où on demande aux personnes d'utiliser des outils et souvent les outils ont une certaine conception, ont été conçus d'une certaine façon, mais il faut déborder des cadres et puis en faire d'autres choses. Et puis c'est effectivement quelque chose qui s'apprend et qui est absolument essentiel à un moment donné. Je vois qu'on a une autre question de Angela. Merci pour la réponse de tantôt. Quel est un exemple d'usage créatif de la techno en situation de co-créativité? Mhm. Oui, donc pour rebondir à ce que Carole mentionne, donc de dire parfois un outil, on pourrait même le détourner, de dire l'outil il a été pensé d'une certaine manière, parfois en laissant très peu de place ou de marge créative à son utilisateur, parce que voilà, il faut faire les choses d'une certaine manière et il ne permet pas de les faire d'autres manières. Donc une, c'est détourner, donc de dire même si peut-être PowerPoint n'était pas pensé pour faire des histoires interactives, on peut les détourner pour en faire une histoire interactive ou on peut l'utiliser d'une manière différente à celle qui est celle habituellement prévue. Au niveau des usages créatifs des technologies, en fait, déjà, on part de deux principes qui est, un, la liberté technologique et deux, la diversité technologique. Ça veut dire qu'on va, au lieu de dire il y a un outil qui est mieux, il faut faire ça, ou de dire il faut faire tel type de choses, on va se dire que face à une situation problème, et notamment une situation problème complexe, il peut y avoir une diversité des technologies qui peuvent répondre à cet élément-là et que justement on peut bricoler, donc remettre des lettres d'honneur au bricolage pour, par la combinaison de différents outils, ça soit numérique, ça soit tangible, ça soit analogique, ça soit électronique ou autre, donner réponse à une solution. Par exemple, dans le cadre des maquettes des villes qu'on fait construire aux élèves et aux futurs enseignants également, ces maquettes-là, elles visent à construire une ville intelligente, une smart city. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces villes-là? En fait, à la fois, on utilise le numérique pour modéliser. Donc, quand on veut construire un quartier historique, il faut qu'on aille donc sur Internet, prendre des mesures, faire des cartes. On va utiliser le numérique pour se documenter et pour modéliser. Donc, on peut faire également la maquette d'abord en Minecraft, on peut faire un modèle en SketchUp. Donc, on va utiliser le numérique pour créer quelque chose qui est à la fin quelque chose d'analogique. Mais également, on va utiliser par la suite le numérique parce qu'on va faire circuler des robots à l'intérieur de la maquette. Donc, faire circuler des petits robots et les programmer pour les faire circuler. Ou on va intégrer des capteurs qui vont, par exemple, faire que si on capte qu'il y a un petit robot qui va passer devant, à l'intérieur d'une roue de la maquette, ça va s'allumer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que pour construire quelque chose de complexe comme c'est un modèle, une maquette de ville, on ne s'est pas dit, tiens, il y a Minecraft et c'est l'étoffe géniale actuellement, on va tout faire avec Minecraft. Non, on s'est dit, notre objectif est créer un modèle de maquette et pour ça, on va utiliser une diversité d'outils pour modéliser. Donc, il y en a qui vont utiliser Minecraft, d'autres SketchUp, d'autres qui font faire des calculs avec des Excel, serre de mesure pour en faire un plan plutôt papier. Donc, on va utiliser le numérique dans sa diversité. On va favoriser la liberté technologique. Ça veut dire qu'au lieu que nous, en tant qu'enseignants ou concepteurs, on soit comme des hamsters en train de courir derrière les meilleurs outils ou quel est les bons outils pour l'activité, on va laisser beaucoup de marge également aux participants
aux élèves ou s'ils sont assez âgés ou aux apprenants plus âgés pour choisir des outils et les aider justement à évaluer la qualité de ces outils par rapport à la tâche. Et on va combiner des outils parce que souvent, un outil nous permet de faire quelque chose, mais pas une autre. Donc, la combinaison d'outils peut permettre de dépasser justement les contraintes. Donc, pour synthétiser, en fait, ça serait de dire liberté et diversité technologique, donc pour faire face à des problèmes complexes. Donc, il y avait Marcella donc, qui dit co-créativité en ligne avec le partage des connaissances. Est-ce que c'est une activité co-créative? Si cette activité vise justement à créer soit un processus, soit une connaissance nouvelle, soit une synthèse des connaissances qui permet donc de les faire de manière originale et pertinente, on est dans une activité qui a une certaine marge créative. Mais il faut qu'il y ait quand même quelque chose d'original, donc il faudrait que cette partage de connaissances, que ce ne soit pas simplement un processus automatique de j'ai une connaissance et puis je la partage, mais qu'il permette de créer de la valeur en créant quelque chose de nouveau. Donc, par exemple, une synthèse ou une organisation des connaissances nouvelles qui permettent justement d'engager les personnes donc, dans une démarche qui soit exigeante et qui permette de créer quelque chose d'original, pertinent et utile par la suite. Ben merci, Madame Romero, c'était extrêmement intéressant. On est maintenant rendu à la deuxième section, au deuxième thème, avec Monsieur Schweier. Mais évidemment, si les personnes veulent poser des questions plus tard, on peut toujours y revenir. Donc, on va passer au deuxième thème avec Monsieur Schweier. Professeur à l'Université de la Saskatchewan depuis 1978, M. Schweier a dévoué la majeure partie de son temps au programme d'études supérieures en technologie et conception éducationnelle. Richard, could you just close your microphone for now? Because it produces an echo. If you could just mute it. Thank you. So, donc, je reprends, je m'excuse. Monsieur Schweier a dévoué la majeure partie de son temps au programme d'études supérieures en technologie et conception éducationnelle. Ces champs d'intérêt en recherche comprennent la conception pédagogique et l'action du changement social et, plus récemment, les pédagogies de conception, c'est-à-dire les façons d'envisager l'éducation de la conception pédagogique de manière conceptuelle. Enfin, je lui laisse l'opportunité de se présenter de façon plus personnelle. Je vais donc laisser la parole maintenant à M. Schweier. Je vois qu'il est en train peut-être de préparer sa présentation PowerPoint. On va juste attendre de voir si ça se présente. Voilà, mais je laisse la parole dès que ce sera activé. Présentement, en tout cas, moi, je ne vois pas la présentation. OK, on va le laisser faire. Richard, this is still going on. I was wondering if you have problems with we cannot see it on the screen. Okay, you can see the PowerPoint. Okay, I couldn't, but if everybody did, it's perfect. So go ahead. If everybody did, it's perfect. So go ahead. Okay, thank you, Carol. And let me start off by thanking Dr. Romero for that. My mind is trying to process everything she threw at us. What a wonderful approach they're taking to try and bring precision to a very elusive construct. I'm very impressed with the work you're doing, and I particularly love the notions. I've written them down. Creativity as a creative attitude, the margin of freedom. Those are
critical elements and things that, well, I learned a lot from your presentation. I won't go into all that, won't repeat what that was, but thank you so much for that because it leads right into what I'd like to discuss today. I'd like to turn the attention just a little bit to building contexts for being creative when one is doing instructional design or when you're teaching other people, bringing on team members or teaching them in formal contexts how to become instructional designers. This came from, the reason I have the picture of the two of us here right now is that my colleague Jay Wilson and I, we were talking for quite a while about our dissatisfaction with teaching just systematic instructional design. We often had we had students who would walk away from our classes with a really good tool set, good stuff. I mean, sure, they had all the stuff from ADDIE, but somehow it was limiting. And it really worried us when they were really happy with what they had because we knew they were going to face more challenging situations that required more of them. And it's also where the fun is. The fun in instructional design is in the area of what you create and what you invest in and what you bring personally to it, not in filling out boxes and arrows in an ADDIE model or anything like that. So I have a few propositions. I hope they fit in really well. I think they do with what Dr. Romero was saying. Creativity isn't a thing or a particular talent or a particular characteristic that somebody brings. I would like to propose that we are all creative. Now, whatever that means, and I love that we're going to try and bring more precision to that notion, and especially how we teach people to be. But I think we all have a creative attitude that, in some cases, has been crushed by the system, in that we haven't always nurtured it in educational systems. And so I'm so pleased to see where you're going with this, Margarita. I think that's just wonderful. Because I think we've learned to be less creative in some cases through formal schooling, where we're rewarded for the things that are less creative. My third proposition, where I'm going to launch from, is that our environments nurture the exercise of creativity or discourage it. If we want people to be creative, we need to create environments where they can indeed exercise that creativity. So what is a good environment? Jay Wilson and I struggled with this. What is a good environment for nurturing creativity in a design discipline? And we asked a lot of other scholars and practicing instructional designers what they were doing, because we didn't seem to be acting like a design discipline. Our name is instructional design, but where was the design in all of that? Where were we where were we acting in a designerly way? And yeah, that's a thing. That is a word that I ran across when I started talking to people. They said, you know, if we're talking about other design disciplines, from the arts and sciences, from the social sciences, from humanities, we're often architecture, home design, things like that. We're human-computer interface design. When we're talking about other design disciplines, they often learn differently and in contexts that are different from the ones we were using. And so we went about the business of creating a studio approach that mimicked other design disciplines for both learning instructional design, and I think it has tremendous application to professional practice, so that when we're doing instructional design in our daily lives, I think there's a place for studio work.
And so we went about the process of trying to create studios in our program as ways to teach people about instructional design. I'll give you a couple of examples. Let me show you a couple of pictures of these going on. One is a class, ETAD 803. It's about creating video design. It's about video design. So instructional design solutions that involve video. And so Jay Wilson took this class literally to a technology hostile environment. He took it to a place called Camp Kenderdine, which is owned by the University of Saskatchewan, and which has very limited internet access, has very limited even power. He had to search to even find places to plug things in. He hauled technology up there and created a studio environment for students. And the students came up there and they literally lived on site and worked on video projects in a wonderful natural environment, but in a very technologically hostile environment. And part of this was, of course, that they worked together. They worked in a community studio setting, but they also had opportunities to peel off and work on their own on things. So they'd be working on their own parts of projects and that, and so they would need some times of solitude, but then they would come back together for critique and sharing what they were doing, showing where they were in projects. And then they would have an opportunity to bear down on each other's work. So it wasn't just about individuals doing their own work, it was about designers coming together to share their experiences and to deeply critique and give observations about what they're doing. So we had that community aspect, again, coming back in. The instructor is on the right here, and he was working with them. He didn't work alone. He actually worked with them. He took a piece of the project and made it his own. And of course, in the setting they were in, there was food. There was a lot of casual getting together. There were opportunities for other kinds of interactions other than project-specific, project-based kinds of interactions. And these included everything from music to, again, carving off people who didn't want to be involved in the music to go off and find a quiet place to work. So we had this kind of very complex, very rare opportunity to see how people work together creatively. The idea was to work outside the ADDIE boxes and work collectively as designers on problems. The studio approach itself meant that, and this is very common, each of these things are very common, we found out, to other design disciplines. There's a shared learning space and a shared working space, okay? And it's open 24 hours. One of our challenges came later in trying to mimic this in online settings. We can talk about that later. But there was both formal and informal critique. So things didn't just happen. You didn't go away, create your stuff, and then present it to a client or present it to an instructor or anything like that. You worked iteratively. You worked a little bit at a time, and you had constant formal and informal critique. So there would be sessions where people would stand up and say, okay, present to the group what you have. So it would be formal. But then informal critique happened throughout the process. There were public products of learning. There's that community ethos again. There was, as I mentioned, iterative development, and then learning was embedded and shared. So people were learning things all the time, and when they picked up on something, they would immediately try to share it with the group. So that kind of learning was constant, not defined by particular elements or particular assignments, but partially by serendipity.
Okay, I'll give you another example. ETAD 874. This is our advanced instructional design class. And like I say, first class, good stuff. People picked up on it, but we felt we needed to challenge people. And Dr. Romero talked about the necessity of complex problems. Well, we decided to throw them into the deep end. I would go out as the instructor and negotiate a contract with a real client. Okay, and I would find things that I thought people could handle, but in some cases, things that I didn't know how the solutions would be found. I didn't know how we would solve the problems we were given. So we negotiated contracts with clients as pro bono work, and the clients knew that they were going to be working with emerging professionals in the field. And what we did was then went about the process of learning about the problem, doing front-end analysis, all of that with the clients, spending time together. And the reason that I have these pictures here is there were actually about 6 people in each group, but you only see 4 here. 2 of them would have been online. So we had mixed groups working on things. People were joining in Google Hangouts or by Skype. And we have a program that allows people to take the entire program online. But we want it to be a real program, a program that's inviting and engaging in unusual ways, not just presentations. And so they work together in very real ways in these environments. And then they would present to client groups at each of 3 stages, after a front-end analysis and after a prototype was developed. And then at the end, they would meet with the client groups. The clients would try out prototypes, would give them feedback on what was going on. So very real instructional design stuff, right? If this sounds familiar to you, it's because it probably is. You probably, many of you have done exactly these kinds of things. Then they would go back and work together again and try and sort out the problems that came up from the client meetings. And in the end, there would be a rollout of the final prototype, big celebrations, usually at the end of the term, where we would get together, meet with the client groups formally, and present the final product to them after many, many meetings with the clients and whatnot, and with each other. So what I want you to see in this picture is you probably can't tell which ones are students and which ones are the clients, except for by age in some cases. But they got to know each other exceptionally well, and they got to know the problems exceptionally well. And so when Dr. Romero was talking about complex problems, I think a big part of what they learned as instructional designers was that finding out, deeply engaging a problem opens up opportunities for many different solutions. And finding the solution sets was important to them. So this was a very interesting approach, is one that I've never seen learning like I saw happening in those situations. But let me give you one more quick example, just because I want to share with you one little studio we created from this. Every summer now, because it's working so well in the classes, we wanted to actually take the studio outside of the classroom. And so we create a place where we go away from the classroom. In fact, we've been to Camp Kinderline. This is at St. Peter's College outside in Humboldt, Saskatchewan. And we meet up with a group of people and we go through design problems. We are given design problems. We work together on solutions. We do studio approaches. We have critique. And all of these are based on getting together, fighting through problems, trying to decide what to do about them, how to address them, and learning together how to come to a solution that's satisfactory. And of course, a lot of it has to do with just being out and about together. Now the products, I want to wrap up my part of this really quickly here so we can get to the discussion, but we notice that the outcomes of the studio are uneven, and they're messy, and they're just like real life instructional design. Every time I've worked on a real instructional design problem with a client, the outcomes are messy and they're less predictable. They're more serendipitous.
and they're negotiated with the instructor, the group, the client, and they're critiqued, not measured. Some of you were asking questions of Dr. Romero about how do you measure creativity? Well, the same problem is how do you measure the outcomes of your of a studio approach to an instructional design problem? Well, through critique, through discussion. It's not formally measured, but it's shared with the group, and the group comes to consensus. And it's a much sloppier, but much more exciting, and I think realistic approach. Things aren't done until the client says they're done, essentially. And a lot of benefits and drawbacks to this approach. I'm not trying to sell an approach here, okay? I want you to realize that what I'm saying is, here is an approach we've had some success with for certain kinds of instruction that we wanted to approach that mimic real life. And some of the benefits and drawbacks, well, one of the benefits is the space that people are working in. It's wonderful, but it's also a drawback. It's very difficult to find space, particularly in a work setting or in an institutional setting like a university, to find space that's dedicated to studio. Universities covet space. Space is one of the most prized commodities. So negotiating space that's dedicated to a studio can be very difficult. But it's also difficult. It's less difficult to negotiate the space in online settings, but more difficult to make them real. Okay, energy takes a lot of energy on the parts of instructors and lead instructional designers to approach problems this way. It's much easier for us to just take the problem, try to solve it ourselves, roll it out to the client, and be done with it. Working in teams causes it exposes you to a lot of energy deficit. But it also promotes, I think, exposure to precedent. When people are working this way, they're often out looking for similar solutions or solutions to similar problems. And I think that's something we've done rather badly in instructional design historically. I don't think we've exposed our students to enough precedent, other solutions that people have come to, and just pick them apart and say, what worked, what didn't, and why. And this helps with that. Authenticity, we say that it's as real as a heart attack. Okay, one of our students called it. Well, never mind. I won't tell you. It's a little foul. Individual scaffolding. Individuals scaffold. They learn as they go, and they build their own scaffolds on their learning. The lead designer, as I mentioned, or the instructor require flexibility. They have to be flexible with this. And the result is a lack of standardization and security. Okay, there's a lot of public work. If you're worried about secure environments for creating things, this wouldn't work. I did some work with one group. Well, I can tell you now, this was 20 years ago, but it was IBM. And I was designing some materials for them, and it was very locked down. The security measures were huge. And so we had to accommodate that. But with all of that, we had a good solution, but we weren't able to roll it out to a team project and all. It had to be much more controlled. So if you want more examples of studio teaching in higher education, we've written a book. I'm not trying to sell books either, but I'll put that in. I think the link is there. Yeah. Okay. I just put the link in here for where you can get the book on Amazon, and it has examples from all kinds of disciplines. We pulled together quite a number of people from different design disciplines to talk about how they approach studio teaching. So if it's something of interest to you, that's a place where you can get some more information. Let's talk. Okay, I'll invite your questions. I'll do my best to respond.
Thank you very much. I just want to remind people that they could use the chat, or if you want to use the microphone, just raise your hand and I will give you access to the microphone. There's a question right now. I would let you read it if you want. Yes, thank you for that question. Boy, is that tricky. I wish, do you want to earn your first $1 million? Create an online studio space that integrates places where people can work 24 hours a day in a shared space where their public materials are visible to everybody all the time, everywhere. Now we can what we did was we cobbled together a number of solutions by using Google Hangouts, because you can use Google Docs with that. And it integrated pretty well. We used Skype, we used Twitter hashtags, and we would have design teams with common hashtags, and they were literally talking. I was working with one group, and we would be talking at 10 or 11 o'clock at night, because we would see these things roll up on our Twitter feeds, and we would talk to each other about how we had a project where we were working on a large database, photographic database that we were wanting to incorporate into a larger environment, digital environment. And so people were coding these and meta tagging photos all night long. And so Twitter actually became a very good vehicle. But all of these vehicles right now are inadequate. We need something that's more comprehensive, something that actually mimics a real life space. But right now we're left to cobble together things out of some really wonderful tools that are out there, but they aren't complete studios. Did I encounter situations whereby our instructional designers simply could not work in a studio setting because they were not comfortable with the process or the lack of security involved? You know, it is a dangerous place, and it is a threatening place to work. And we haven't been taught to do that in our formal schooling. We've been taught largely to work alone, okay? Like in some settings, we've been told, don't share your work. That would be cheating. This is the exact opposite of that. So it can be very threatening. So yes, we did have people who would selectively come into the group for critique. So they would go away, work on their own, and they would essentially just talk to me about it. And this, by the way, this happened on a formal instructional design project that I had that was a real one. Plus, in the classroom with our well, the other one's real too, but in a classroom with our advanced ID class, where I had a little more control of things, but I was acting mainly as a project manager and instructor. And in those cases, they would talk to me about it, and I'd say, go away and do this piece. Then, if you don't mind, bring it in. We've got to try and fit it into what we're doing. So yeah, it is, when you're doing these, I think it's very important that you're sensitive to individual willingness to participate in a public setting, because it can be threatening. So you got to be sensitive to that. I agree. Thank you for that question. It's really an important issue. Yeah, it's really exciting. You know, in instructional design, we ultimately have to go back to clients with stuff. And what was really neat was we kind of had rules around that. We said, well, you're going to go out, when you meet with clients, dress professionally and act professionally. And I'd give examples of what that meant. Like, what was professional dress? What was, and what are professional expectations with different kinds of projects? They even change with different kinds of projects. And students loved it. When they went and first met with clients, you could see everything, just their minds lit up with
possibility and with the excitement of knowing they're doing real work for real people, and that it gave urgency and intensity to what they were doing. But by the way, coming back to the other thing, there was also the issue of trust. And that came up in Dr. Romero's presentation too. Highly critical. Our teams had to trust each other to come up with solutions, and they had to build trust with the clients. And those things were very exciting elements. Would this approach work well with novice students, and what cautions would you provide? Or would it be better to have advanced students? It depends on what you mean by novice. If you're saying in novice instructional designers, there's real debate among my colleagues with whom I wrote that book, okay, about do you ever teach ADDIE? Do you ever teach the specific tool skills? I'm of the school that yeah, there's a place to work in a safe, private environment with you and an instructor to learn how to do front-end analysis, to do a needs assessment, for instance, to write decent objectives, to write evaluations and blueprint ID projects so that they're consistent and work well. I think that there's a real place for that with novice students, and more that looks more like a regular formal class. But my colleagues have said, no, throw them to the wolves. Come in with a design problem right from the beginning and let the principles of instructional design that we all know and love, let those emerge from the problems. I'm less comfortable with that, but I see their argument that it starts right from the beginning, them seeing that problem definition is often a big part. So design thinking is an approach that comes closer to that kind of thing. And I think it's got a powerful method. I think particularly with design thinking, that the principle that is most powerful that I've found works in whatever setting, in studio settings or wherever, is that notion of getting close to the problem, getting close to the client base. That getting to really understand it intimately, go live the problem as much as you can. And I think a lot of things come out of that. And then, of course, the other parts of design thinking that come out and support a studio approach very nicely. If I may, while other people will try write question maybe. I was as instructional designer. I'm doing that since about 20 years, and at the very beginning, of course, we use the method that we learn. We want to be sure of what we are doing, so we go with the method. But very shortly, I understand that I should let that a little bit beside and go accordingly to the contact that I have with the expert of matters very quickly. And the method that I use is not what we used to say ADDIE, is because I just want to clarify something. ADDIE is actually the name of each step that we have to do in every project. But my method is something else. It has the capacity to you can use any steps in the order that you want, and you will always getting around and accordingly to what is the project, who you are working with, and then you go through all the steps. But depending the order, it doesn't matter. You will do everything in the best way that is appropriate for the group that you are working with. But I must say that at the very beginning, I think I understand that we need to have something a little bit more solid. It's the first time that we do that. It's the first time that you're with expert of content, and you want to have a little bit more control over that, because if you go totally free, it could be a little bit difficult
I would say. I think experience is a lot of had a lot to do with that. I couldn't agree more, Carol. I think one of when students start out, or when instructional designers first begin, they need the security of a process that works and that they can trust. And where and I think you're right, I think people evolve pretty quickly to saying, well, my problem isn't applying a process anymore. My problem is redefining the process in every case so that it suits the needs of the client and the project. And so creating your own model of instructional design and recreating it every time you meet a new client and have a new problem, I think is one of the challenges that instructional designers face, and particularly novice instructional designers, where I worry for them is if they can't grow into that, where they think they got a tool set that's a particular systematic approach to doing these things, and they never grow beyond that. If they don't, they'll get bored, and I would argue that their product won't be sufficiently responsive to the problems and clients they have. And so I think it's that I think you're right. I think they need to begin with something, but then we hope that they'll evolve that so that it works well in their own contexts. So would you agree with that? I will agree with that, and I would also add that for me, actually, I kind of rethink of the pattern that I will use accordingly to the expert of content that I'm working with. It's really the first hour that I'm with that person. That's where I try kind of figure, okay, we will go that way because he will be more comfortable with that, or the other kind of aspect, maybe I will not talk about it with him right away because that will freak him out or things like that. I have to figure that on the very first hour. And it's very different for each and every of them. And sometimes even I did more than one course with the same teacher, and it could be different for each course because the matter is not the same thing. The material is not the same. So so that's my experience. So I never did 2 times the same thing. Everything I did maybe 90 course online, and none of them is exactly the same thing the same way. So I think that's what I always thought that that's what we have to do. So I tried to do it as much as I could. And I know what you mean about meeting with a client and measuring them up in the first hour or so, try and figure out what their level of tolerance is for various kinds of things, what their preferences are. And we did a paper one time, Jay and I did a paper called The Things That I Didn't Learn in College About that were roles that instructional designers played. And one of them is counselor. One of them is psychologist. You almost meet with people and try and figure them out. Where are they with things? What can they handle? What can't they? And like you say, some things in our approaches might just freak them out. So we don't talk about that to begin with, and maybe we work around that with our projects. I love that. Donc, est-ce que si quelqu'un a déjà encore des questions, il reste encore un petit peu de temps. Je vous laisse le temps d'écrire si vous voulez écrire, ou encore une fois, vous pouvez lever la main et je vais vous donner accès au micro. Entre-temps, je vais prendre quelques minutes pour vous donner le mot de la fin, mais c'est pas obligé d'arrêter à ce moment-là. On peut continuer. C'est juste pour vous donner le temps d'écrire, pardon. Alors maintenant que l'atelier touche à sa fin, je vais prendre quelques minutes pour remercier chaleureusement Mme Romero et M. Schweier pour leur participation. C'était vraiment créatif et intéressant.
J'aimerais vous rappeler que le prochain atelier de la série 6 va se tenir le 5 décembre. Également que nous avons une classe de maître qui est la conception d'apprentissage agile pour les ressources éducationnelles libres est offerte le 14 novembre prochain. Et puis j'en profite aussi pour vous rappeler à tous qu'il est possible de lancer un appel à tous avec l'activité Tous pour un. Vous avez seulement à nous faire parvenir un courriel à la CCP et on va mettre en place cette activité-là. Si c'est une activité où vous pouvez poser une question, si vous avez un problème quelconque à exposer, et des personnes se joignent à vous pour tenter de trouver une solution. Je vais vous dire aussi que l'enregistrement de cet atelier-là va être disponible d'ici quelques heures, cet après-midi, un petit peu plus tard dans la journée. Je vous remercie encore une fois tous et toutes de votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée. Mais on a encore du temps pour des commentaires. Oui, non, excusez, c'est le 5 décembre prochain pour le prochain atelier. Donc oui, il y a encore du temps pour du commentaire. Je vous laisse maintenant la parole. I was just saying that thank you everybody, and there's still a few times, and if they want to have question, and but we will. It was really a great pleasure to have you both with us today.